dernière présentation. Ok, bon, À je toi, vais. Nicoletta. Merci Agnès. Merci, bonjour à tous. Du coup, moi, c'est Nicoletta Valladino, doctorante au C2RMF en deuxième année. Et je vous présente mon projet de recherche sur les peintures au blanc de zinc du 19e et 20e siècle, une caractérisation physico-chimique multidimensionnelle. Du coup, tout d'abord, je vais vous introduire un petit peu le pigment même, et pour passer ensuite aux objectifs et premiers résultats du doctorat et vous présenter les prochaines étapes du projet. Du coup, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le blanc de zinc? Du coup, c'est de l'oxyde de zinc au niveau chimique. C'est qu'est-ce qu'on parle? Et c'est un matériel qui était utilisé déjà depuis l'Antiquité pour des emplois, par exemple, dans la médecine, ou était connu aussi en tant que sous-produit de la production du laiton. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'emplois aussi au niveau industriel dans le domaine de la gomme, de la pharmaceutique, des plastiques, de la nanotechnologie et bien sûr aussi dans la peinture industrielle, mais aussi peinture de chevalier, par exemple, dans notre cas. En tant que pigment, l'oxyde de zinc ou blanc de zinc a été développé du coup à partir de la fin du XVIIIe siècle grâce à des chimistes et académiques ici en France, Courtois et de Morveau, qui démontrent l'emploi de ce pigment en tant que pigment blanc, en tant qu'alternative au blanc de plomb, qui était le blanc par excellence, mais qui était bien sûr toxique. Et donc on cherchait des alternatives et l'oxyde de zinc, c'était la première à trouver. Au niveau commercial, le premier produit à base de blanc de zinc a été développé en 1834 pour la querelle, connue en tant que blanc de Chine. Et après, à partir des années 40-50 du 19e siècle, on commence à produire à plus large échelle en France et ensuite aux États-Unis. Ce qui est intéressant aussi, c'est que déjà à partir du XXe siècle, au début du XXe siècle, on commence à réaliser qu'il y a des soucis avec la dégradation de ces pigments. Par exemple, pour la peinture des bâtiments, surtout liés à la méthode de production. En fait, il y a deux méthodes de production principales de ce pigment. La méthode française ou indirecte, qui utilise du zinc métallique. Et du coup, c'est plus pur avec des particules plus homogènes et plus petites par rapport à la méthode directe américaine qui, par contre, utilise en tant que matériel de base des minéraux qui contiennent du zinc. Et du coup, on s'est rendu compte que la production peut avoir un effet aussi au niveau de dégradation, par exemple, pour des phénomènes de chalking, d'empoudrement des peintures des bâtiments. Pour passer au doctorat même, au projet, du coup, on a deux objectifs principaux. Du coup, la première, c'est un peu de comprendre l'emploi de ce pigment. Du coup, déjà l'ampleur, parce que c'était pas si évident de trouver ce pigment dans toutes les peintures du 19e au 20e siècle, par exemple, selon même dans les mêmes courants artistiques. Et comprendre aussi comment certains artistes utilisent ces pigments par rapport à des autres. Et après aussi étudier un peu mieux faire un peu le lien entre les structures et les propriétés de l'oxyde de zinc, tester des nouvelles méthodologies du coup pour l'identification et d'étudier aussi l'interaction avec les liens. Du coup, pour faire ça, on travaille sur trois types de matériaux. Tout d'abord des œuvres d'art, des matériaux historiques à base de blanc de zinc, par exemple des tubes de peinture, des poudres de pigments du 19e et 20e siècle, et ensuite à la fin des modèles de peinture. Concernant le premier volet de recherche, du coup, on essaie d'étudier le blanc de zinc dans les différentes dates d'emploi, du coup à partir des emplois plus précoces jusqu'au XXe siècle, pour mieux comprendre comment et pourquoi il était utilisé. Et on travaille du coup en collaboration avec des musées et bien sûr en utilisant aussi les matériaux déjà disponibles au C2RMF par exemple. Concernant le premier emploi, du coup, on a eu la possibilité, par exemple, d'analyser un tableau de Delacroix de 1834, les femmes légères dans leur appartement, parce que avec une carto de fluorescence X, on avait observé
une présence de zinc importante dans la zone centrale avec les deux femmes assises. Et du coup, on a essayé de faire quelques analyses en plus, des pointées d'XRF et aussi quelques pointées avec la diffraction portable pour bien vérifier qu'on s'agissait du coup du blanc de zinc. Et les recherches sont encore un peu en cours parce qu'on a trouvé bien sûr aussi du zinc dans des autres endroits, comme vous pouvez voir à droite de la slide, mais il faudrait peut-être faire des autres pointées pour mieux tester et vérifier l'hypothèse du coup de la présence de l'oxyde de zinc, parce que c'est quand même un emploi vraiment très précoce. Concernant la deuxième partie, du coup, l'emploi dans le 19e siècle, on a mis en place une campagne de fluorescence X, du coup, toujours des pointées de fluorescence X au musée d'Orsay, pour essayer de vérifier un peu la présence du zinc, tout d'abord, et après, dans une quarantaine d'œuvres du musée, du coup, et pour essayer après de sélectionner 2-3 œuvres aussi à étudier plus en détail au labo, avec des autres techniques non invasives au minimum. Et du coup, ça, ce sont les premiers résultats. On a sur la première moitié des œuvres analysées. Comme vous pouvez voir, du coup, comme je vous disais, c'est pas si évident de trouver du zinc partout, et surtout dans les blancs. Du coup, on a une répartition. On peut voir, par exemple, dans les blancs même, du coup, c'est pas la proportion d'œuvres où on a trouvé du zinc dans les blancs, c'est moins que la moitié. Du coup, c'est juste pour avoir une idée de comment c'était réparti dans ce type d'œuvre. Et après, même dans les œuvres où on a trouvé du zinc, on s'est rendu compte que la présence importante, c'est seulement dans une troisième. Et aussi là, il faut bien définir, trouver une méthode d'analytique et statistique en fait qui puisse apporter plus d'informations, parce que par exemple pour mieux séparer les pigments, les zones, les régions blanches des régions colorées, parce que c'est plus important, comme on dit, c'est plus fiable d'analyser des pointées blancs par rapport à des autres pointées colorées où on ne sait pas exactement l'origine de la couleur, qui peut être aussi présente dans les tubes même. On ne sait pas, on ne peut pas avoir tous ces types d'informations du coup. Après, pour continuer avec ce type de travail sur les œuvres, on va utiliser plutôt la même approche, du coup, toujours avec une analyse des rapports, tout d'abord d'archives, et après d'échantillons et d'œuvres avec des campagnes de fluorescence X, aussi à l'Art Institute of Chicago. Du coup, c'est un travail prévu pour cet été. Et ensuite, pour compléter le travail sur 2 œuvres, on va sélectionner quelques échantillons, quelques coupes déjà présentes ici au C2RMF qui présentent du blanc de zinc pour avoir quelques points en plus d'analyse sur comment les artistes utilisaient ce type de pigment. Du coup, on a des échantillons déjà préparés et des autres pas encore enrobés, par exemple quelques échantillons italiens ou américains aussi, pour avoir quelques idées en plus sur l'emploi de ce pigment. Et on utilise toujours des types de techniques différentes au niveau de microscopie, luminescence et diffraction de rayons X. Concernant le corpus des matériaux historiques, ici le but c'est de voir si on arrive à distinguer des propriétés qui peuvent être un peu des marqueurs ou utiles soit à la conservation ou soit à l'identification des œuvres. Du coup, on a ramené pendant la première année de thèse une 70 d'échantillons à base de blanc de zinc, et du coup des poudres de pigments, des tubes de peinture, des pastels et même des minéraux des États-Unis et d'Europe. Par exemple, c'est très important en Belgique, on a repéré quelques échantillons de la vieille montagne qui était le premier producteur, un des majeurs producteurs de blanc de zinc, d'oxyde de zinc au 19e, 20e siècle.
Et on a du coup commencé avec des travaux, des analyses au niveau de morphologie, taille, luminescence, pour essayer en utilisant des matériaux de référence. Par exemple, ici sur la première ligne, vous voyez du blanc de zinc produit de manière indirecte et dans la deuxième de manière directe par un producteur moderne. Du coup, c'est un peu la référence sur les deux façons de produire le produit et aussi référence pour les propriétés qu'on a vues et qu'on connaît de la littérature. Du coup, en général, on a cette forme, par exemple, plus aciculaire pour la méthode directe avec une luminescence verte par rapport à la méthode indirecte, mais avec des analyses des matériaux historiques, on s'est rendu compte que ce n'est pas si évident en fait de bien distinguer ces types de propriétés. Mais en tout cas, le travail aussi sur ça est en cours. En plus de ça, on a commencé à faire des analyses aux différences de diffraction rayon X au synchrotron à Grenoble. Et aussi ici, maintenant, on a analysé une vingtaine, 27 échantillons de poudre des pigments, quelques tubes et aussi un prélèvement. Et je vous présente seulement quelques analyses vraiment préliminaires ensuite de l'affinement Rietveld qu'on a fait sur les données. C'est préliminaire parce que il faut continuer aussi avec des autres types d'analyses pour prendre en compte aussi par exemple l'anisotropie des particules, du coup des autres types d'informations qui peuvent apporter des autres points de référence. Et la piste ici à suivre, c'est peut-être qu'il y a des tendances qui peuvent être liées à la date ou à la région de production, comme par exemple, vous voyez, il y a des particules plus petites, notamment dans la partie plus destre du graphe, qui est du coup où il s'agit des échantillons plus modernes par rapport à d'autres échantillons plus anciens. Et aussi des tendances peut-être plutôt liées à la région géographique, comme par exemple juste au centre, on peut voir en rose les matériaux qui viennent d'Italie, du même fournisseur. Enfin, juste pour conclure avec les modèles, l'idée d'avoir des modèles, du coup des matériaux de référence, c'est d'étudier par exemple dans ce cas-là l'interaction du pigment avec le lien. Et ici, c'est des mesures qu'on a fait vraiment très récemment, de suivi de 24 heures à haute humidité et température contrôlée, avec des formulations de blanc de zinc différents, du coup la directe et l'indirecte, en huile de lin, sous aussi des supports différents, de lame de verre, de la toile et du métal, pour essayer de voir si on a du coup des différences qui peuvent être liées soit à la formulation, soit au support, au niveau d'interaction, de formation de savon métallique, par exemple. Et enfin, tout ça est aussi accompagné par justement un travail de contexte historique. Du coup, on est en train un peu de travailler sur une revue de l'emploi du blanc de zinc, par exemple, en se basant déjà sur la base de données du C2RMF, mais aussi sur de la littérature publiée, des catalogues d'expositions et tout ça, pour essayer de repérer des cas où on a trouvé du blanc de zinc. Et pareil pour des mentions dans des sources historiques, pour voir un peu comment l'idée de comment utiliser le pigment est changée, par exemple, au fil de temps, à partir du 19e jusqu'au 20e siècle. Et en fait, on avait lancé une enquête sur l'emploi du blanc de zinc et peut-être on pourra la relancer aussi dans ce cas pour mieux comprendre aussi les connaissances parmi les personnes qui travaillent du coup dans les patrimoines, dans les musées, au niveau de connaissances et des préoccupations liées à l'emploi de ce pigment dans les œuvres. Et oui, et concernant les prochaines étapes, du coup, concernant les œuvres, j'avais mentionné tout d'abord qu'on a une mission à l'Art Institute pour compléter ce travail, où il faut définir aussi une méthode d'analyse statistique pour les données des fluorescence X et compléter du coup l'analyse des échantillons de découpe. Au niveau des matériaux historiques, il faut continuer avec le traitement et les nouvelles analyses des matériaux au synchrotron.
Et ensuite, il faudra du coup vérifier un peu les dernières données des modèles des peintures, des suivis infrarouges, et peut-être essayer de reproduire quelques réceptes aussi historiques de blanc de zinc, parce qu'il s'agirait de la première fois où on reproduit ce type de recettes, et ça peut être une information importante au niveau de l'histoire technique de l'art et d'informations sur du pigment qui peut être important aussi pour mener des études plus au niveau de conservation, de modélisation du coup des modèles des peintures au blanc de zinc. Et ouais, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Nicoletta. Des questions à l'attention de Nicoletta? Mireille. Donc, Nicoletta, vous avez trouvé du blanc de zinc sur le tableau de Delacroix, Les femmes d'Alger. Est-ce que vous pensez que vous allez aussi analyser des prélèvements d'autres tableaux de Delacroix pour voir si c'est chez lui une opération isolée ou s'il avait l'habitude de créer avec du blanc de zinc? Alors, ouais, c'est une bonne question, parce qu'on a déjà des prélèvements, du coup, aussi au C2RMF. De qu'est-ce que j'ai lu, on n'avait pas remarqué la présence de zinc, mais ça peut être aussi intéressant de reprendre quelques échantillons blancs, parce que ça peut être aussi que les techniques utilisées à l'époque n'étaient pas si efficaces qu'aujourd'hui. Du coup, ça serait une idée intéressante. Mais même là, dans la Delacroix, j'hésite toujours un peu, parce que c'est un emploi très précoce, du coup, et il faudrait vraiment avoir un prélèvement aussi de là pour bien vérifier dans la stratigraphie, parce que maintenant on a fait seulement des analyses non invasives, du coup, on sait qu'on a du zinc, on a repéré de l'oxyde de zinc dans un pointé, mais c'est un pointé vraiment dans tous les tableaux, du coup, il faudrait déjà pousser peut-être quelque chose en plus. Là, après, on l'avait trouvé, il y a Bruno, il l'avait trouvé aussi sur un autre tableau du Delacroix, les kisses pour la bataille de Talibourg, par exemple. Et du coup, c'est quelque chose bien sûr, à continuer à investiguer. Une autre question pour Nicoletta? Parce que, oui, Océane. Moi, j'ai des questions sur les deux méthodes, la méthode française et la méthode américaine. Est-ce que tu peux reprendre la question? Ouais, du coup, Luciane me demandait de la différence de la méthode française et américaine de production du blanc de zinc. Du coup, tous les deux sont basés sur la combustion, mais la différence, c'est que la méthode indirecte ou française utilise du zinc métallique. Du coup, le zinc est brûlé, il sublime, et en contact avec l'air, il forme de l'oxyde de zinc. Par contre, la méthode américaine ou directe utilise directement des minéraux qui contiennent du zinc dedans. Du coup, il faut avoir aussi un agent qui réduise ces minéraux à zinc métallique pour après du coup avoir la formation de l'oxyde de zinc. Et en général, la deuxième méthode, c'est aussi un peu moins pure, parce que justement, on peut avoir les impuretés liées aux minéraux avec le zinc qui arrive aux états métalliques. Et au niveau après de morphologie, en général, la méthode américaine donne ce type de morphologie plus aciculaire par rapport à la méthode indirecte qui est un peu plus globulaire en général par rapport à l'autre, aussi un peu plus petite, du coup, mais c'est toujours dans tous les cas des sub-micromètres, du coup, au niveau des tailles. Et au niveau des luminescences aussi, on a des différences parce que dans la méthode américaine, on a une luminescence verte. On a ce grande bande qui prévale, du coup, qui monte par rapport
à la bande, au pic principal lié à la transition énergétique principale du blanc, de l'oxyde de zinc, qui peut être par contre être vu dans la méthode indirecte. Et oui, après, ouais, il y a des autres choses plutôt au niveau de réactivité. Il semble que la méthode indirecte, du coup, c'est plus petit, semble être un peu plus réactive par rapport à la méthode directe, mais en même temps, c'est la plus blanche, la plus pure. Du coup, c'est plutôt la méthode indirecte employée dans les peintures par les peintures humaines de chevaliers. Par rapport, après, dans les peintures de bâtiments, on a utilisé les deux, on a des choses un peu plus variables. Merci Nicoletta. Donc ici se termine cette session donc dédiée à la physico-chimie des matières colorantes, mais pas la journée. Pas la journée parce que nous avons donc tenu compte des impératifs horaires, notamment de José, donc la petite et de Nicoletta, mais Nicoletta elle s'inscrivait dans la session. Oui, c'est pas un reproche, José. Donc petit exercice cérébral, on revient à la session numéro 3. Voilà. Hein, c'est la dernière présentation. C'est comment? Ah, d'accord. C'est bon. Donc, bon, merci de résister jusqu'à ici. Et je vais présenter ma thèse qui consiste en développer une machine qui combine la macro-XRF avec la fluorescence X en mode confocal pour analyser les œuvres du patrimoine culturel, des musées et des grottes ornées. Donc ma présentation a 3 parties. D'abord le sujet de ma thèse, puis quelques objets analysés et quelques résultats obtenus. Et à la fin, une petite conclusion et perspective. Le sujet de ma thèse, d'un côté, on a la fluorescence X confocale, qui consiste, on a la source de rayons X, on a une lentille de focalisation, et normalement, on aurait juste le détecteur. Mais on ajoute une lentille devant le détecteur, et comme ça, on a un petit microvolume qu'on peut avancer en profondeur, par exemple, pour regarder les différentes couches de la peinture. Et de l'autre côté, on a la fluorescence X2D ou la macro-XRF, avec laquelle on peut réaliser des cartographies des éléments présents dans un tableau. Donc, voilà, la motivation, c'est pouvoir, d'un côté, séparer la paroi de la grotte du pigment, de la matière picturale, et de l'autre aussi pouvoir transporter la machine, l'instrument dans les musées pour faire des analyses portables. Donc on veut développer une machine combinée confocale macro-XRF pour des analyses non invasives dans les grottes et les musées qui permettraient de regarder couche par couche les différentes couches picturales ou le pigment de la paroi. Donc on voit là à gauche et au milieu, c'est les 2 machines qu'on a, la confocale et la macro-XRF. Elles sont assez encombrantes et grandes. Et l'idée, c'est de développer quelque chose de plus portable, comme la fluorescence X portable qu'on apporte dans la grotte. Donc voilà, je présente 2 objets analysés, un tableau et des échantillons de la grotte préhistorique de Fond de Gomme. Donc le tableau, c'est un tableau anonyme français du XVe siècle, Vierge à l'enfant entourée de saints et donateurs. Et on l'a d'abord passé au macro-XRF, puis on a prélevé des coupes et qu'on a analysé avec la MEB, le MEB E2X.
Et on a aussi fait la confocale sur les coupes. Et après, on a fait 22 points résolus en profondeur sur le tableau. Donc on commence avec la macro XRF et on fait des plans de tout le tableau et des zones spécifiques. Et on trouve 3 zones d'intérêt dans le manteau du moine qui, en regardant le plan du cuivre, on voit un manteau. Fin. Ouais. Donc on voit, voilà un manteau plus petit qui existe derrière le visible. Plusieurs blasons, dont un dans le plan du plomb avec un coq sur une colonne. Sur le plan du cuivre, on voit des lunes sur un flanc de cuivre. Dans le plan du mercure, on voit une sorte d'aigle sur des raies rouges, voilà. Et et aussi la croix que parfois on les a, comme dans le plan du plomb ou du fer, mais on l'a pas dans le plan du cuivre, on la voit pas trop. Donc bon, ce sont des zones d'intérêt, voilà. Donc sur ces zones, l'idée, c'est d'abord on fait la macro XRF, on trouve les zones d'intérêt, on dit d'accord, on va analyser ce point-là, et on fait en profondeur. Là, c'est quand on applique la confocale, donc on va faire des spectres. Pour chaque valeur de profondeur, on a un spectre et on a un pas de 10 microns. Donc on peut avoir 36 spectres dans ce cas-là. Et on va regarder l'intensité des pics et on va les représenter en fonction de la profondeur. Donc on a des plans comme ça, où par exemple ici, on voit en surface, il y a un pic avec du plomb et du fer. Donc ça va être une couche avec du plomb et du fer. Donc ça va être le vêtement long du moine qu'on voit. Et juste derrière, il y a un détail en or. Et bien séparé, clairement séparé, il y a le vêtement de l'évêque juste derrière. Donc voilà. Donc on fait, Myriam et Vénan a prélevé 3 coupes et on les a étudiées avec le MEB-EDX et la XRF confocale. Donc on voit, je vous ai montré le point qu'on a fait en profondeur juste à côté de l'endroit où on a prélevé. Et on voit aussi les 3 couches, on voit le vêtement visible, le détail en or, le vêtement en cuivre bien derrière. Différents, avec le MEB-EDX, on voit les éléments légers comme le carbone et l'oxygène qu'on ne voit pas avec la confocale. Donc on sait qu'ici, il y a du carbone, c'est un vernis. Donc c'est grâce à ça qu'on peut confirmer que cet espace, c'est en fait du vernis. Donc voilà, je vous ai présenté le point 1, mais on a fait 22, résolus en profondeur. Et avec cela, on obtient des résultats, comme par exemple, sur les blasons, on voit 3, qui sont vraiment séparés l'un des autres. Et avec la coupe stratigraphique, on confirme que les espaces, c'est du vernis. Les manteaux, il y a 2. Il y a le long et il y a le court, qui sont aussi séparés par du vernis. Et c'est la coupe, juste une coupe qui nous confirme ça. Et puis la croix, on n'a pas vraiment vu de séparation entre les couches, ce qui très possiblement veut dire qu'il n'y a pas de vernis. Et alors très possiblement, la croix est originale avec le tableau, parce qu'il y a eu un changement iconographique, qu'ils ont changé le donateur en moine. Donc est-ce qu'ils avaient aussi ajouté la croix ? En principe, la croix devrait être originale avec le tableau. Et d'un autre côté, j'ai traité les données qui avaient été acquises en 2020, je pense, sur un fragment de l'extérieur de la grotte de Fond-de-Gomme et une concrétion calcitique qui s'était déposée sur une figure de la paroi qu'on avait prélevée en 1966. Donc voilà, on voit la face interne de la concrétion qui a un peu d'orange, de matière orange. Voilà. Donc pour la paroi extérieure, si en regardant la cartographie en microfluorescence X au synchrotron, on voit qu'elle est très hétérogène, on s'attendait à ça. Et la spéciation chimique en fer de la paroi externe en fer est principalement de l'hématite. Et c'est aussi pour la matière orange, c'est aussi principalement de l'hématite, donc on ne peut pas discerner de différence avec le SANEX au synchrotron. Par contre, si on compare les spectres en fluorescence X de
parois du fragment extérieur de la grotte avec le spectre de la concrétion calcitique sur les deux côtés, donc là où il y a un peu d'orange et là où il n'y a pas d'orange, on voit des éléments qui indiquent un peu la couleur jaune-orange, comme le fer, le titane, le cuivre, le zinc, l'arsenic et le rubidium. Et comparant le jaune du bison vassis avec la portable, donc avec la fluorescence X portable, ça, avec la fluorescence X au synchrotron de la matière orange, on voit comment entre 5 et 16 keV, les pics du synchrotron sont plus séparés, sont plus fins. La full width du pic plus petite. Et on voit aussi des éléments qu'on ne voyait pas trop avec la portable, comme l'arsenic, le cuivre, le zinc, en plus des autres que j'ai déjà mentionnés et qu'on connaissait, comme le fer, titane, zinc, arsenic. Donc, pour le futur, c'est intéressant, maintenant qu'on a vu sur le synchrotron sain, de chercher dans les spectres de fluorescence X portable des oranges, ces éléments, le cuivre et le rubidium. Donc voilà les conclusions pour le tableau. Une combinaison de fluorescence X 2D et confocale nous a permis de l'étudier. Et dans la tunique et le blason, on a pu séparer les couches et on a confirmé grâce aux coupes que c'était dû à du vernis. Et dans la croix, par contre, on n'a pas vu des espacements entre les couches. Donc ça peut dire qu'elle est probablement originale avec le reste du tableau. Traitons les données du synchrotron. Et, avec la microfluorescence X et micro-SANEX, on a pu caractériser la matière colorante orange, jaune. Et comparant les analyses au synchrotron avec ceux de la grotte, on a trouvé les éléments traces dont j'ai parlé dans la matière orange, comme le fer, titane, cuivre, zinc, arsenic, voilà. Et ma thèse, comme j'ai dit, c'est développer l'appareil combinant fluorescence X confocale et 2D. Et pour l'année prochaine, l'idée, c'est commencer à faire les commandes des composantes pour la confocale et commencer à la construire s'ils arrivent. Analyser avec la fluorescence X confocale une autre peinture, donc combinaison fluorescence macro-XRF et fluorescence X confocale. Analyser à la ligne Puma du synchrotron soleil des échantillons venant des grottes du nord de l'Espagne et aller à la grotte de Fond-de-Gomme avec de la fluorescence X portable. Voilà. Donc merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup, José. Alors, des questions pour José, si vous vouliez en poser, c'est maintenant ou l'année prochaine. Vous êtes tous bouche bée. C'est très clair, je pense. Je pense qu'on peut conclure, en effet. Juste, tu avais une question ? Non. Quel dommage. Hein. Bon voilà, donc la dernière présentation, donc ces journées, c'était 22 doctorants pour le C2RMF, avec 20 présentations qui étaient prévues puisque 2 ne pouvaient pas initialement être présents, puis 2 qui ont été malheureusement malades et qui n'ont pas pu être présents. Donc 18 présentations aujourd'hui. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte parce que c'était quand même particulièrement réfléchi. Nous avons commencé par un senior, Vincent, un post-doctorant. Nous avons terminé par un tout jeune doctorant. Ça permet un peu de couvrir, de vous montrer ce que c'est que la vie du ongoing researcher, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle maintenant. Donc, les années d'apprentissage de ce que sont une thèse, et puis surtout l'approche de matériaux, de contextes historiques, de contextes géologiques extrêmement divers. Et moi, à titre personnel, je voulais vous remercier, les jeunes, pour avoir parfaitement respecté le timing qui vous avait été imposé pour la préparation de vos PowerPoint. Donc, merci d'avoir joué le jeu, de l'avoir bien joué. Vous pourrez vous visionner de nouveau en famille et entre amis à volonté. Voilà, pour les soirées d'hiver un peu longues. Et je laisse la parole à François. Oui, François et Victor, voilà, pour les mots de la fin. Merci à tous.
Voilà, celui-là marche. En fait, je vous prie de m'excuser parce que cet après-midi, on avait une très grosse réunion avec Cécile Aufort à la centrale. Mais j'ai assisté aux réunions et ce que je voulais vous dire, c'est que ces journées, elles sont très importantes dans la vie d'une institution de recherche. Voilà, parce que ça permet d'échanger, de partager des informations. Et elles sont l'occasion de discuter et puis également de proposer des protocoles d'analyse innovants. Parce que ce que je crois, c'est un moyen de partager des protocoles à travers différents types de sujets et de se dire, tiens, voilà, je n'avais pas prévu de faire ce type d'analyse et je pourrais les faire aussi sur mes matériaux. Parce qu'on a des matériaux tellement variés, c'est extrêmement compliqué. Et puis, comme vous l'avez pu le constater, on a des sujets à la fois complémentaires, mais très, très différents. Et il faut juste rappeler que nos travaux qui sont menés en sciences du patrimoine, c'est des travaux par essence pluridisciplinaires. Et je pense que vous avez largement démontré cela à travers les sujets présentés. Alors, je voulais juste rappeler un petit point. Le département de recherche, il est constitué de personnel qui réunissant des savoir-faire et des compétences différentes. Il regroupe 41 personnes permanentes et environ 15 personnels contractuels. Si on fait le ratio, ça veut dire qu'il y a près de 25% des personnels du département de recherche qui sont des doctorants ou des post-doctorants. Donc ça montre bien l'importance de cette communauté, si je puis m'exprimer ainsi, qui nous permet de réaliser des recherches de qualité qui contribuent à apporter des éléments et de répondre à des questions, parce que c'est ça le point important, des questions des responsables de collection, parce que c'est notre objectif. Et donc ce que vous faites, ça sert à faire avancer des recherches qui peuvent être utiles pour des musées de collectivité, comme des grands musées avec lesquels on a l'habitude de travailler. Alors, il y a un point important, si je regarde maintenant les grandes thématiques, il y a la thématique, on va dire, compréhension des mécanismes, des procédés de la création, ce qu'on appelle les procédés de la création, sur aussi des échanges commerciaux, des choses comme ça. Il y a le deuxième axe qui est celui de l'altération des matériaux et le troisième qui est celui des procédés permettant de restaurer les objets. Si je regarde le barycentre par rapport à toutes les thématiques qu'on a pu voir ce matin, c'est plutôt sur l'axe 1. Et dans le futur, je pense qu'il sera important de développer des sujets sur l'altération des matériaux parce qu'il y a la question du changement climatique et c'est une priorité du ministère de la Culture. Voilà. Je trouve aussi très important, vous l'avez beaucoup démontré, on a la chance d'avoir de nombreux partenariats. Et c'est important qu'afin de rester compétitif et à la pointe de la recherche sur les matériaux du patrimoine, on doit être parfaitement intégré dans un paysage scientifique français et international qui est en constante évolution. Enfin, pour terminer, je voulais remercier les personnes qui ont permis la tenue de ces journées, en particulier Agnès, Sybille et Clément. Et je sais que ça n'a pas toujours été facile. Voilà. Et je remercie également tous les intervenants qui nous ont fait découvrir la richesse des travaux menés ici. Merci à tous. Oui, merci François. J'avais préparé quelque chose parce que on n'était pas sûr que François était dans un timing encore mieux que Nicoletta. Bravo. Et merci à tous de nous avoir fait voyager. On est parti en Amérique, on est parti en Asie, on s'est arrêté en Afrique. Ensuite, on s'est baladé en France avec des sujets, comme disait François, tellement pluridisciplinaires, tellement complémentaires. Comme François dit, je ne veux pas revenir par rapport à ça. L'importance dans cette pluridisciplinarité, vous avez compris, c'est les collaborations qu'on peut avoir soit avec le CNRS, soit avec les universités, soit avec des institutions internationales. C'est ça qui permet d'asseoir des sujets. Vous connaissez un peu maintenant le travail de C2RMF, c'est beaucoup sur les œuvres, c'est beaucoup sur la pression des différents musées parce qu'on a besoin de faire telle et telle analyse. On est en service de l'État. Et par contre, ces collaborations qu'on a avec les autres organismes nous permettent d'asseoir des collaborations sur de plus de long terme, ce qui permet de faire avancer les fronts des connaissances et ensuite irriguer tous les services qu'on peut donner aux différents musées. Comme dit François, il va falloir qu'on évolue peut-être dans un terme pour faire face à toutes ces questions des changements climatiques, sur des questions de conservation et restauration qui évoluent constamment en fonction de nouveaux matériaux qu'on est en train de développer. Donc un grand merci à tous et à 2023, j'ai hâte de revoir cette journée en 2023, peut-être un peu plus tôt dans l'année, qui est au mois de juin, là c'était un peu à l'arrache, mais peut-être au mois d'avril-mai,
de l'année prochaine. Moi, je suggère, Victor, on va faire comme à la fin des mariages. Je me retourne, je jette le micro, et celui qui le prend sur la tête organise la Gidoc Pédale de l'année prochaine. Hein? Tu te retournes. C'est très tentant. Merci à vous et la séance est levée. La journée est terminée. Merci à tous.